J'ai entièrement confiance en toi, j'ai hâte à tout ça. Yes, bienvenue tout le monde pour ce webinaire Avalanche Québec de fin de saison. Mon nom c'est Anthony, je suis technicien en Avalanche chez Avalanche Québec. Et merci d'être là en si grand nombre, là. On est une quinzaine pour l'instant, là, donc on attend peut-être une plus grande foule, mais on va laisser le temps aux gens de se connecter, puis ça laisse le temps de commencer le webinaire tranquillement. Donc, on va avoir deux panélistes aujourd'hui. On a Francis Cossette qui va nous parler d'un événement qu'il a vécu au Mont Washington, là, un incident d'avalanche. Donc, c'est super, ça va être super intéressant d'avoir son expérience là, sous forme d'études de cas. On a bien hâte d'entendre ça. Puis, on a aussi Hippolyte Mogé qui fait partie de la communauté comme instructeur, comme enseignant, comme, comme partenaire dans la communauté du ski hors-piste. Il peut vous parler de tout ça, là, mais en fait, il peut répondre, là, il peut répondre sur les incidents là, de stress. Là. Donc, Hippolyte, peut-être que tu peux plus nous en parler là, juste rapidement, là, peut-être te faire une petite présentation. Là. Ah, bien sûr, Anthony. Est-ce que tu veux que je focus un peu plus sur le CESUM? C'est bien ça? Non, juste te faire un petit background, là, rapidement. Ben oui, merci. Dans le fond, ce qu'Anthony voulait dire, c'est que moi, je suis père répondant, donc comme père dans le sens collègue, répondant pour le Canadian Mountain Community. Puis, j'interviens là, dans des situations où il y aurait eu un événement à haut stress, à potentiel traumatique dans un milieu de travail, en montagne, chez des professionnels de montagne. Puis, c'est un peu là où je me glisse dans ce webinaire-ci. On va parler de ça plus tard, mais en gros, moi, mon expérience, j'ai fait des études en plein air, autant comme un DEC et un baccalauréat. Puis, ça m'a amené là, avant et après à travailler dans l'industrie du plein air, autant en montagne, dans les cours de sécurité interavalancheuse comme guide, un peu partout en montagne, patrouille, enseignement du ski. Puis, dans les dernières années, j'ai mis beaucoup d'efforts sur l'enseignement du métier de guide là, dans un AEC en guide de tourisme d'aventure. Plus plein de petites choses ici et là avec des jobs là, l'été aussi. Est-ce que ça fait le tour, Anto? Yes, super. Ben, merci pour la petite présentation, Hippolyte, c'est parfait. Donc, moi, je vais y aller avec une petite présentation là, rapidement de présentation PowerPoint. Tout le monde voit bien mon écran. Super. Donc, rapidement, là, c'est vraiment intéressant d'avoir ce webinaire-là qui va faire que le sujet est justement les accidents en avalanche, les facteurs humains et les chocs post-traumatiques. Là. Donc, en lien avec ça, cette saison-ci, juste pour mettre des chiffres sur notre saison dans les chic-chocs, oui, bien, effectivement, il y a des incidents. Des fois, on se le demande. On n'en entend pas tout le temps parler. Donc, il y a eu une quinzaine d'avalanches déclenchées par des gens dans l'arrière-pays cet hiver. 4 de ces cas impliquaient des gens dans les avalanches. Puis, ben, heureusement, il n'y a eu aucun accident mortel en 2022-2023. Ça, c'est génial. C'est le but toujours, évidemment. Le dernier incident, c'est pas le dernier incident. Un incident que vous avez peut-être entendu parler, c'est le 4 mars dernier. Donc, il y a eu 3 personnes impliquées dans une avalanche au mur des patrouilleurs. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien derrière sur la photo, là, vous pouvez voir le mur des patrouilleurs avec tout l'aérosol là, derrière. Donc, c'est quand même une avalanche impressionnante pour justement être impliqué dans l'incident. Là, ça doit être assez traumatisant. Fait que 3 personnes impliquées, mais tous indemnes, sont arrivés sur le dessus du dépôt de l'avalanche. Indemnes en termes de blessures, certes. Après ça, le choc post-traumatique est réel, puis on ne peut pas savoir comment il se passe chez les gens, puis on espère que ces gens-là vont chercher des ressources, puissent en discuter. C'est ça c'est vraiment important
pour développer une culture de montagne saine, de pouvoir partager ces expériences-là. C'est pour ça que c'est vraiment cool qu'on ait une personne comme Francis qui a vécu un incident cet hiver, qui va nous en parler justement, puis qui va faire le tour de la question un peu, là. Puis pour faire suite à ça, il y a eu un autre incident le lendemain, le 5 mars. Donc, 2 personnes impliquées dans une avalanche juste à gauche du mur des patrouilleurs, là, pas du mur des patrouilleurs, mais de l'autre avalanche qui avait eu lieu dans Benny. Donc, ce qui était dans le couloir qui s'appelle Rolling Stone. Donc, 2 personnes impliquées, également tous indemnes, sont arrivés sur le dessus du dépôt encore une fois. Ils ont pu s'évacuer par eux-mêmes, à part une perte de matériel. Ils n'ont eu aucune blessure. Après ça, encore une fois, c'est ça. Ça serait intéressant de pouvoir discuter de ces choses-là avec ces gens-là pour faire évoluer la culture de montagne, pour apprendre de ces choses-là, de ces expériences-là. Qu'est-ce qui a pu mener à un incident comme ça? Puis le but, c'est tout le temps justement c'est tout le temps d'apprendre, puis de pouvoir cheminer avec ça, puis s'assurer que notre pratique va tout le temps dans le bon sens, même si on fait des accidents. Personne n'est à l'abri. Puis c'est ça qu'il faut se rappeler dans le fond. On peut être victime d'un accident comme ça, puis c'est vraiment important d'aller en parler, puis de chercher de l'aide, puis de continuer d'aller sur le terrain à son rythme. Puis c'est un peu ça, là, c'est un peu ça l'idée de webinaire d'aujourd'hui, là. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Puis on va avoir Francis Cossette qui va nous parler de son incident au Mont-Washington qui est arrivé cet hiver. Donc, Francis, à toi la parole. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous partager mon écran. Puis je vais passer à travers l'incident dont j'ai fait partie au Mont-Washington le 25 février dernier. Ça n'a pas fait les manchettes au Canada, mais aux États-Unis, ça a fait pas mal les manchettes partout. Donc, je vais vous montrer ça. Tout écran. Ça. Partager l'audio. Tonight shows the moment a skier on Tuckerman's Ravine in New Hampshire got caught in an avalanche. WBZ's Chris Tanaka joins us live here in studio now. And Chris, the man who took the video, says he could not believe his eyes. Yep, and that's R.J. Phipps. He's an avid hiker from Beverly. And Paula, he says this was he and his wife's first trip to Tuckerman Ravine. Now, they were aware of the avalanche risk as they headed out on their journey. And they say they passed numerous backcountry skiers and snowboarders who were deciding whether or not to head up the mountain. This place is legendary. Phipps says once they made their way to the bowl of the ravine, they noticed the skier and snowboarder heading down the mountain, and that's when that snow broke loose. As the snowboarder was being carried down during the avalanche, I could pick him up as he was coming down. I could see, I could see him every once in a while, before it settled. And then he was able to get himself out. I guess he was buried only to his waist. We weren't close enough to see him in the debris. And then moments later, we see him kind of picking himself up and then skiing out. That's just incredible. Phipps says he's just glad no one was seriously hurt or worse, and that, of course, he was in the right place at the right time to capture that dramatic video. When I was 17, I wanted to be a gangster. I married this life. Okay. Donc, en fait, là, je vais repartager mon écran parce que le son ne fonctionne pas quand il y a des vidéos. Donc, en fait, vous avez vu la vidéo. Donc, on va passer à travers l'événement qui a mené à ce qu'on a vu. Donc, en fait, je vais me présenter.
Donc, moi, Francis Cossette. Dans le fond, le Mont Washington, je l'avais en tête depuis un certain temps parce que moi, je suis revenu de l'Ouest canadien il y a 2 ans. Là-bas, on a skié pas mal, moi et ma conjointe. Donc, je vais retrouver un peu ce feeling-là de skier en haute montagne. Donc, je l'avais dans l'œil. Fait que, il y a un ami français qui est venu me visiter. Puis, c'était le bon timing. Fait qu'on a décidé d'y aller. C'était pas mal sur un 17 qu'on servirait. Donc, tu sais, moi, je me considérerais comme un skieur expert en station. J'ai mon cours d'avalanche 1. On avait tout l'équipement complet, là, beaver, pole, pelle, puis tout était fonctionnel. Puis mon expérience de montagne, évidemment, je dirais moyen. J'ai skié les Chic-Chocs, puis dans l'Ouest. Donc, le Mont-Washington, ça m'appelait. Puis, dans le fond, comme vous allez voir, je l'ai peut-être un peu sous-estimé là, comme montagne. Donc, mon coéquipier, lui, je le connais parce que je fais d'autres sports avec lui, mais je ne faisais pas de ski en montagne avec lui. C'était un snowboarder, il y avait un speedboard. Fait que, il n'a pas son cours d'avalanche, mais il y avait l'équipement sur lui. Donc, on est arrivé là le vendredi, la première journée qu'on a monté en haut du Mont Washington. On n'avait pas l'idée de skier parce que la température était vraiment mauvaise. Là. Pas de visibilité, beaucoup de vent. Ça fait qu'on a redescendu. Puis le lendemain, là, on a décidé, qui était le samedi, on a décidé d'attendre le forecast. Fait qu'on s'est levé de bonne heure. À 7 heures, le forecast sortait. Puis on est allé au centre pour les visiteurs. Puis on a commencé à planifier notre route. Donc, on a regardé le forecast. Fait que le forecast, c'était alpin, modéré, tree line, considérable. Puis, évidemment, dans le bois, là, il y était l'eau. Donc, on a sélectionné une route en fonction des problèmes qui sont en bas. Donc, on voulait monter par la trail normale qui monte jusqu'à Tuckerman Ravine, prendre une trail Lionhead, puis faire une descente, là, le Right Gully, qui était orienté comme nord, mettons. Fait qu'on a pris conseil aussi on a parlé avec les gens sur place. Là, il y avait un bénévole qui était là. Puis lui, il est supposé de connaître le forecast puis d'interpréter le forecast. Fait qu'il nous a dit, si vous faites cette route-là, ça va bien aller. Fait que là, on est tous excités parce que là, il faisait beau, le ciel était bleu. Puis dans le fond, là, on avait notre objectif en tête. Fait que let's go, on décide de monter. Fait que le plan initial, là, c'est la route jaune. Fait qu'il y a une bonne partie qui est dans le bois. Puis ensuite de ça, là, où est-ce que ici, là, ça commence à être assez à pic. Là. Chose qu'on n'a pas faite, on aurait dû regarder avec FatMap, là, où est-ce qu'ils montrent les dénivelés et tout. On ne l'a pas fait, on s'est fié sur la maquette, puis les conseils du volontaire qui était là. Il nous a dit, il n'y a pas de trouble, là, si vous allez là, ça va bien aller. Mais dans le fond, la montée, là, à partir d'ici, là, c'était très, très difficile. Là, ça montait assez à pic. Puis on n'avait pas de crampons. Il y a des gens qui nous dépassaient, là, qui faisaient vraiment le sommet, là, qui avaient des crampons. On a réalisé qu'on n'avait pas vraiment le bon équipement pour cette approche-là. Mais on a quand même persévéré. On a persévéré, puis on a monté comme on a pu. Puis aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que rendu en haut, bien, on n'avait pas de visuel là, sur le bowl. Malgré qu'on était allé la veille, bien, le jour avant, on était allé, mais on ne voyait pas grand-chose. Puis, tu sais, un bowl, c'est un bowl, mais j'avais regardé les cartes, là, les photos, puis tout. Fait que je savais pas mal ce que je m'enlignais, mais je ne l'avais pas vu. Je ne le voyais pas en montant. Là. Donc, c'est ça ici à gauche, là, l'approche qui est plus difficile. Il y a de la neige, de la glace. Fait que ça nous aurait pris des crampons. On arrive en haut. En haut, c'était très balayé par le vent. De là, le forecast qui dit que c'est faible en alpin, tu sais, parce qu'il n'y a plus de neige. Fait qu'il y avait beaucoup de glace. Fait qu'avec les skis, c'était assez difficile de ne pas glisser. Puis il y avait beaucoup comme ça ici, là, de roches. Quand on a commencé à monter sur le bord du bowl, là, on voulait aller faire une piste là. Finalement, il y avait beaucoup de roches. Fait qu'on a continué pour essayer de se trouver un passage. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté par la trail ici, Lionhead. Après ça, on a continué comme ça.
Puis là, c'est ici qu'on est supposé de descendre, là, le right gully ou le right gully. Mais il y avait beaucoup de roches. Puis mon chum, il me dit, bon, là, je ne suis pas à l'aise de descendre, il y a trop de roches. Si je reste poigné, ben, je ne peux pas remonter. Moi, ça ne m'inquiétait pas trop, là, parce qu'avec des bottes de ski, tu es capable de piquer dans la neige, tu sais, puis j'en ai vu d'autres. Mais fait que là, je l'ai écouté, j'ai dit, OK, c'est beau, on continue. Fait que, puis qu'est-ce qui a joué dans notre décision aussi de continuer, c'est que la redescente n'était pas trop envisageable, étant donné qu'on avait pas mal payé en montant, puis c'était assez à pic. Mais de l'autre côté, on a vu des gens qui montaient avec des skis sur le dos, le right gully. Fait qu'on s'est dit, ouais, peut-être que finalement, en descendant ici ou là, ben s'il arrive de quoi, là, on va avoir de l'aide. T'sais. Fait que dans le fond, le plan, c'était le jaune, puis on a fait le rouge. Fait que là, je vais vous montrer un peu ma perspective à moi. Quand moi, j'ai descendu un peu, qu'est-ce que j'ai vu? Another guy coming down. Donc ça, c'est moi qui descends. C'était filmé du right gully, dans le fond. Là, je me rends compte qu'il y a un peu de neige qui descend. Very good. Good swap right there. Là, je me dis, oh, shit, quelque chose qui se passe. Big. Oh, God. Holy shit. Fait que dans le fond, Another guy coming down. mon chum, il est descendu avant. Il s'est placé dans un safe spot, entre guillemets. Moi, je suis descendu, comme on voit là. J'ai vu de la neige descendre à côté de moi. Puis, ben, ça, c'est des signes d'instabilité. Et c'est sûr que quand c'est assez à pic, c'est un peu normal, là. Fait que c'est là que je me suis mis à droite. Puis là, j'ai attendu. Puis j'ai vu mon chum partir là, complètement avec la slab. Là. Fait que là, j'ai arrêté. Je l'ai vu descendre. Maintenant, je l'ai perdu parce qu'il y avait de la neige, là, de la neige en suspension. Puis après ça, je l'ai vu à la fin qui a popé out des débris. Puis là, j'ai skié dans l'avalanche, dans les débris, là, pour aller retrouver mon chum. Fait que ça, on revient dans le fond. Comme ici. Dans le fond, là, on a descendu ici. Plan initial ici. On a descendu ici. Puis là, c'est mon chum, il est parti de là, puis il s'est rendu ici. Puis ça, c'est moi qui est à côté de lui. Fait que, puis l'avalanche est assez grosse parce qu'on la voit là, dans le fond d'assez loin. Il y a un shelter là, proche d'ici. Là, dans ce coin-là. On le voit du shelter. Fait que c'est ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que, en tout cas, je vous l'explique plus tard, là, mais moi, suite à l'incident, je me suis mis membre d'un groupe Facebook qui est le Tuckerman Ravine Facebook Group. Là. Puis il y a des personnes qui étaient sur place, puis ils m'ont envoyé des photos comme ça. Puis ça m'a aidé à comprendre un peu là, qu'est-ce qui s'était passé. Parce que quand moi, ma seule perspective, c'est je descends, je vois de la neige tomber, puis je vois mon chum partir. C'est pas mal ça ma vision. T'sais. Fait que, en ayant ces photos-là, en ayant les témoignages des gens, là, ça m'a aidé à comprendre un peu c'était quoi qui était arrivé. Là. Fait que là, j'en viens au post-événement. Fait que quand on a descendu, mon chum, lui, il était un peu shaké. Moi aussi. Puis lui, il avait vraiment froid parce qu'il y avait plein de neige qui avait rentré dans son jacket, son manteau et tout. Fait qu'il voulait descendre tout de suite. Puis là, il y a des rangers qui montaient. Puis on dit « Hey, il est revenu avalanche. » Fait que là, ils nous ont interpellés. Puis là, c'est là que j'ai fait mon débriefing qui a donné suite à un rapport. Parce que les autres, il y a tout le temps un rapport qui est rédigé suite à un avalanche. Fait que bon, on était combien? On était combien dans l'avalanche? C'était une slab avalanche, oui. Dans quelle section du bowl que c'était? Fait qu'on a tout donné les specs là, de qu'est-ce qui était arrivé. Puis j'ai trouvé que c'était quand même bien parce qu'ils nous ont posé des questions, mais sans jugement, sans juger, dans le fond, avec pas de commentaires là, du genre, vous n'avez pas d'affaires là, c'est trop risqué. Non, c'était pas ça du tout. C'était vraiment pour comprendre qu'est-ce qui était arrivé. Mais c'est sûr qu'ils ont collecté un peu d'informations. On avait-tu notre gear, par quelle voie on a monté, puis par où on a descendu, puis comment on a fait les choses. Fait que c'était plus pour un post-événement dans un but d'apprendre que nous juger. T'sais.
Ensuite, débriefing sur la séquence des événements. C'est que dans le fond, le petit Google Maps, là, c'est pour dire qu'on a eu 5 heures de route pour se parler de ce qui était arrivé et pourquoi c'était arrivé. Fait qu'une des choses, c'est que mon chum, il n'est pas qualifié Avalanche. Puis ça, ben, dans le cours, on le voit beaucoup, c'est que c'est vraiment important de savoir reconnaître les features, c'est-à-dire le terrain, puis de lire le forecast comme il faut. Puis que si on change une décision, ben, de toujours réévaluer ce qu'on n'a pas fait. Puis que dans le fond, j'ai senti que, puis j'ai dit après, la journée d'après, que je me sentais très responsable parce que dans le fond, j'étais le seul pas mal qui prenait des décisions parce que c'est moi qui étais le plus qualifié. Tu sais. Fait que ça, leçon apprise, là, de bien choisir son partenaire s'il arrive de quoi, tu sais, dans des conditions plus hard. Là. Tu sais, c'est sûr que si ça avait été low, je n'aurais pas eu cette réflexion-là, mais étant donné plus le risque monte, ben, le choix de partenaire devient encore plus important parce que la responsabilité, là, tu ne veux pas la porter tout seul. Là. Fait que débriefing émotionnel, ben, c'est ça. En me branchant, en me joignant au groupe Tuckerman Ravine, ben, ça m'a permis aussi d'avoir un peu de support. Parce que les gens qui ont vécu un peu la même chose là-bas, ils ont vécu des avalanches, il y a beaucoup de gens qui vont là souvent, qui m'ont expliqué le terrain, pourquoi c'est arrivé. Fait que, ça aide là, à comprendre comment c'est arrivé, puis à avoir du support sur ce que tu as vécu. Puis aussi pas de taper sa tête non plus, là, parce que certains, ça leur est arrivé la même affaire que moi. Là. Parce que si tu parles à un inconnu qui ne connaît pas ça, là, il va te donner des jugements là, par rapport. Là. Genre, ouais, mais là, c'est pourquoi vous avez fait ça? Il y a trop de risques là. C'est beau. OK, c'est bon, je suis retour. C'est des jugements qui ne sont pas des jugements de personnes qui connaissent ça. Fait que ça vient. Même si on sait qu'ils ne connaissent pas ça, ça vient nous heurter quand même s'ils donnent des commentaires blessants. T'sais. Puis, des briefings sur les leçons apprises. Ben, en fait, c'est sûr que moi, j'ai repassé toute la séquence des événements. Là. C'est pour ça que j'ai fait le PowerPoint, puis c'est pour ça que je m'implique dans ce webinaire-là pour apprendre. Au début, quand je suis revenu, je me suis dit je ne skirai plus jamais en considérable. Mais là, j'ai réévalué. T'sais. Dans le fond, oui, je vais skier en considérable, mais je vais prendre beaucoup plus de précautions que j'ai fait. Une petite nuance. Fait que c'est ça. Parce que c'est trop extraordinaire le ski hors piste. Fait que c'est ça. On n'a pas le choix. Fait que c'est pas mal ça. Pas mal ça ma petite aventure du Mont Washington. C'est une belle montagne en passant. Merci Francis. Si je peux me permettre une petite question, là, qu'est-ce que tu as fait d'autre justement pour aller chercher. Est-ce que tu es allé chercher de l'aide externe? Est-ce que tu as parlé à beaucoup de monde? C'est quoi ton processus un peu à travers tout ça? Ben, moi et mon chum, on s'est beaucoup parlé de comment on s'était senti là-dedans. Par rapport à moi, que je me sentais responsable de ce qui était arrivé. Lui qui a eu, de reconnaître qu'il avait eu peur, puis moi aussi j'ai eu peur vraiment. T'sais. Puis aussi, moi, à cause de mon travail, là, on est suivi en psychologie. T'sais. Fait que j'en ai parlé auprès de mon psychologue pour qu'elle me guide un peu là-dedans, à savoir, ben, j'étais où là, dans le niveau là, de post-traumatique. Là, puis de me guider un peu, s'il arrive telle chose, ben là, c'est plus important. T'sais, là, elle me dit, c'est des événements qui vont se passer beaucoup d'émotions en peu de temps. Elle dit probablement que dans ces 30 secondes-là, il s'est passé des émotions très intenses que tu devrais vivre dans plusieurs jours, puis plusieurs mois. Fait qu'elle dit, c'est sûr que l'événement va revenir. Va revenir. Fait que là, il faut que tu le digestes. Il faut que tu le. Fait que c'est ça, c'est de l'aide comme ça. Ma conjointe, évidemment. Ma conjointe a fait du ski hors piste, puis dans le fond, elle comprend là, que c'est le fun, puis que c'est une passion. Puis fait que, il y a de ça aussi, de parler avec des gens qui font le même sport, ou du moins qui font des sports avec un certain niveau de risque, qui vont comprendre un peu ton processus mental qui a mené là. T'sais. Fait que, ouais, c'est d'être accompagné de gens qui connaissent le ski hors piste, puis des professionnels. Je pense que c'est pas mal la bonne chose à faire. Je ne sais pas ce que Hippolyte pourrait dire de ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est cool que tu sois allé chercher
que tu aies eu plein de ressources autour de toi. Là. Des fois, on n'en a juste pas puis on ne sait pas où se lancer là, aussi. Là. Ouais, mais je te dirais qu'il ne faut pas laisser, tu sais, pas garder ça en soi, tu sais, garder ça en soi là, tout seul. Là. Parce qu'il faut en parler, premièrement. Là. Mettre en contexte, de pourquoi c'est arrivé. Il y a aussi des facteurs. Pourquoi c'est arrivé, il y a aussi, pour ma part, là, il y a vraiment le fait que je sais là, que j'étais en craving de faire du ski hors-piste, par rapport à. Puis ça l'a joué dans ma prise de risque. Mais dans la vie, j'en ai besoin. Fait que peut-être j'aurais dû prendre d'autres choses, faire d'autres choses aussi. Mais en tout cas, fait que je ne sais pas ce que je m'en ai avec ça, là, mais je veux dire d'être accompagné de gens d'avoir une communauté, comme tu disais tout à l'heure, je pense que ça aide. Ça aide de partager ces expériences-là sans trop de jugement, puis avec de la compréhension. Première affaire. Puis deuxième affaire, de ne pas être d'être compassionné envers soi-même, aussi. Heureusement, il n'y a rien arrivé de grave, ouais. Oui, puis c'est clair que ça peut nous remettre en question dans tous les cas, puis c'est bon, ça nous mène à une bonne rétrospection. Oui, tout à fait. Super, ben, vraiment un gros merci de partager ça, mais je demanderais peut-être qu'on prendrait un petit 2-3 minutes là, s'il y a des participants qui ont des questions. Là. Puis on peut faire aussi une autre période de questions après la présentation d'Hippo, là, mais juste vu que c'est frais en ce moment, peut-être que des gens ont des questions. J'inviterais de lever votre main, puis moi, je peux juste vous donner le droit de parole là, si vous voulez poser votre question. Fait qu'on peut juste prendre un petit 10 secondes, 15 secondes pour voir s'il y a des gens qui lèvent la main. Donc, il ne semble pas y avoir de questions. Il dit Jean-Nicolas qui dit entièrement d'accord avec les jugements des proches qui ne connaissent pas le sport. C'est sûr que, moi, ce qui est étonnant là-dedans, là, c'est qu'il y a eu le vidéo. Puis là, le vidéo, les nouvelles, tout ça, fait que je ne peux pas le cacher. Fait que c'est sûr que ça a amené des réactions qui n'étaient pas voulues, là, qui n'étaient pas désirées. Là. Là, le monde au bureau, là, genre la mère de famille, là, j'ai des enfants, là, je ne fais aucun sexisme là-dedans, là, mais ça peut être un homme, là, mais tu sais, genre, t'as une famille, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, genre, des gros jugements radicaux là, sur t'as pas d'affaire à faire ça. Puis tu as un autre côté, tu as ma blonde qui dit, mais écoute, non, t'es pas allé grimper l'Everest sans oxygène. Tu sais, c'est ça. C'est un risque, mais le risque n'était pas top, là. Il était là, mais il n'était pas extrême. Fait il y en a qui sont peu tolérants au risque, il y en a qui sont très tolérants au risque. En tout cas, c'est ça. Oui, puis des fois, c'est ça, ça peut, faire du pouce là-dessus, ça peut être dur de justifier son activité suite à un événement comme ça. Tu sais. Ouais. Jean-Nicolas, il répond qu'il est tout à fait d'accord. Bon, ben, s'il ne semble pas y avoir. Oh, attends, je pense peut-être une autre question. Ouais. Quels commentaires des proches t'ont aidé et quels autres étaient peut-être désagréables? Encore des gens David. Ouais. Proche, c'est sûr, genre ça n'a pas de bon sens. Tu sais, sur le jugement de faire le sport, tu sais, de faire ce sport-là, étant donné les risques, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le fait que tu peux choisir là, ton niveau de risque. Fait que les gens qui ne connaissent pas le sport du tout, ils capotaient là-dessus. Là. D'autres, qui me connaissent plus, ben là, ils sont aidants parce qu'ils vont savoir que même si c'est arrivé, je vais en faire quand même, puis je vais apprendre. Je vais apprendre de ça, tu sais. Fait que, ouais. Mais tu sais, les gens, c'est de l'inquiétude. Là. Ils manifestent de l'inquiétude. C'est normal, là, tu sais. Fait que, ouais. Mais le support, je pense que ce qui aide le plus, c'est quand tu t'es posé la question comment tu t'es senti là-dedans, comment tu as vécu ça, plutôt que les conseils inappropriés par rapport. Du genre,
t'aurais pas dû y aller, ou t'as-tu checké ci, t'as-tu checké ça, ça n'a aucun rapport. Fait que, ouais, d'être compris, c'est mieux que de se faire dire quoi faire. Super. J'aurais une autre question. Est-ce que, de Jean-Raph, est-ce que tu as eu envie d'un suivi de la part des gens du Mont-Washington, prévisionnistes, Rangers et autres? Est-ce que tu as eu un suivi de la part des gens? En fait, je les ai approchés. Ils ont écrit le rapport post-incident. Ils l'ont publié sur leur site web, qui est quand même bon. Je les ai communiqués, je les ai dit, après, je les ai envoyé un message sur Instagram pour les remercier, tout ça. Fait qu'ils m'ont communiqué un petit peu, mais pas plus. Pas plus, mais ils ont vraiment été smart. Ils ont vraiment été smart quand même, mais ils n'ont pas relancé pour savoir comment que je filais et tout. Non. Ce qui manque un peu, j'avoue, là, ça aurait peut-être été bon. Tu sais. Ouais. Super. Sinon, non, il y a 2-3 questions qui ont popé, puis après ces 2-3 questions-là, on pourrait aller avec la présentation d'Hippo. Mais regarde, sinon... il m'a demandé niveau d'expérience. Ben en fait, l'affaire dans le ski hors-piste, c'est que si tu n'arrives à rien, tu penses que tout est beau et tu es vraiment confiant. Fait que c'est mon cas. C'était mon cas parce que dans l'Ouest, je skiais avec du monde plus expérimenté que moi. Puis on y allait tout le temps dans des safe zones. Je pense qu'on a déjà skié considérable, mais sur des aspects assez évidents, vraiment évidents. Fait que oui, j'étais overconfident par rapport au Mont-Washington. J'avoue, là. Fait que, puis on le voit, et là, suite à l'événement, mettons que je vais me remettre en question pas mal plus par rapport à mon choix de terrain. Si je skie dans le considérable. Ouais, puis on le voit tout le temps, hein, dans les CSA1, entre autres, là, la première chose qu'on montre, le graphique de la confiance, qu'au début, il est vraiment haut rapidement, puis lors de notre premier incident, il descend ultra rapidement. Puis après, la confiance se reprend de façon très progressive, ouais. jusqu'à un potentiel prochain événement, s'il y en a un. Ouais. C'est vrai qu'il n'y en ait jamais aussi de toute notre carrière. Puis comme on peut le dire aussi, ça, on n'a pas nécessairement, tu l'as mis un peu le doigt sur ça, tu as fait le commentaire, mais on n'a pas nécessairement de feedback quand on va dans l'arrière-pays, quand on skie du terrain engageant, on s'expose. On n'a pas de feedback jusqu'à temps qu'il y ait un incident, justement. Puis à ce moment-là, ben, on espère que ça tourne pour le mieux. Puis, est-ce que j'ai refait du ski hors piste? Non, mais je voulais y aller. Finalement, ça n'a pas donné. Je voulais y aller retourner là à Pâques. Mais là, ça n'a pas donné. Mais non, je vais retourner, c'est sûr. C'est sûr. Bon, mais c'est cool. Idéalement dans le même secteur. Bonne nouvelle. Oui, j'ai appris que la meilleure recette, c'est d'en refaire tout de suite après. Ouais. J'ai fait d'autres choses, là, du ski en station, puis du snow kite, là, de faire la même. Mais ski hors piste, non. Mais ouais, je vais en faire, c'est sûr. C'est sûr. Excellent. Puis une dernière de Arthur. Comment le rapport d'Avalanche a influencé ton choix pour Ride Gully lors d'une journée en considérable? En fait, le rapport, quand j'ai vu que c'était considérable, je suis tout de suite allé au problème. Puis là, je me suis dit, bon, je vais choisir un aspect, une orientation qui n'est pas dans le problème. Mais je ne connaissais pas bien le terrain. Je ne connaissais pas bien le terrain. Je le connaissais juste virtuellement sur des cartes, tout ça. Fait que, voyons, fait que c'est sûr que ça a joué. Si j'avais connu le terrain, je n'aurais pas fait ce choix-là. J'aurais stické avec le Ride Gully. Fait que c'est ça va avec la connaissance du terrain. Fait que moi, j'ai appris de même. J'ai appris, dans le fond, si tu veux skier considérable, tu vas dans les problèmes, tu comprends les problèmes, tu évites les problèmes.
Mais le facteur, c'est que je ne connaissais pas assez le terrain, puis dans le fond, j'étais allé un petit peu trop loin, qui est arrivé d'une plaque. C'est une plaque, ouais. Une slab. C'est ça. Ouais. Bon, puis c'est arrivé, puis c'est un accident, on n'est pas à l'abri, autant les professionnels que les débutants dans l'arrière-pays. Ben, merci d'avoir partagé. On va enchaîner avec Hippolyte, qui est père répondant pour le Critical Incident Management. Ah, exactement, Anthony. Merci, Francis. Hein, on avait eu le chance de discuter de tout ça, mais tu as mis encore plus de détails, puis c'était vraiment très intéressant, là. Autant la partie opérationnelle que tout ce que tu as fait après, là, moi, ça m'inspire. Puis merci beaucoup pour ton partage. C'est pas toujours facile de partager là-dessus. Puis je pense que tu nous as très bien démontré que c'est possible de le faire. Bien joué. Anthony, je partage mon écran. Puis on y va? Ouais, vas-y. Moi aussi, je vous ai préparé une petite présentation. Anthony, est-ce que tu vois bien mon écran? Francis? Ouais, numéro 1. Fantastique. Donc, moi, on m'a appelé, là, Anthony m'a lâché un petit texto à un moment donné pour venir présenter un peu les choses du Critical Incident Stress Management. On va le décortiquer plus tard, là, mais je vais faire référence à ce long titre là, avec l'acronyme CISM, Critical Incident Stress Management. Puis on s'est dit, on va rajouter des petites choses là-dedans. On va interpréter l'accident que Francis va nous partager, puis on va rentrer sur comment apprendre là, des accidents, comment essayer de cultiver notre culture des accidents. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est vraiment comme comment apprendre des accidents, comment dire, regarde, c'est pas la fin du monde. Oui, on a des conséquences, mais comment est-ce qu'on peut apprendre de tout ça, puis se servir de cette situation-là pour avancer dans notre processus, dans notre vie personnelle et ou professionnelle. Fait qu'on va essayer de regarder ça ensemble. Puis, à travers toute la présentation, là, comme je vous invite, vous sentez à l'aise de prendre des captures d'écran pour prendre des notes sur certains éléments. Tout le contenu qui est là est presque public, puis les autres, qui n'est pas public, je vous le donne, simplement. Mais prenez des notes si ça vous intéresse, là, ça ne me dérange vraiment pas que vous preniez une capture d'écran. Donc, on va regarder ensemble un petit retour sur les facteurs humains dans les accidents en montagne, puis comment les éviter. On va regarder aussi les outils et les aides à la prise de décision. On va regarder comment on peut apprendre d'un accident comme celui de Francis ou dans n'importe quel autre sport. Puis on va regarder comment faire des retours suite à des accidents. Le mot retour, là, ça veut dire un débriefing, juste le mot francophone. Comment faire un retour opérationnel, puis un retour plus émotionnel. Puis finalement, je souhaite conclure un peu ma présentation avec le Critical Incident Stress Management. Qu'est-ce que je fais avec ça là, de manière professionnelle? Un petit survol. C'est sûr que c'est un sujet qui s'adresse plus aux professionnels, mais on souhaitait quand même vous le présenter si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Fait que sautons là-dedans, là, dans les facteurs humains. Les facteurs humains, en fait, c'est des biais cognitifs. C'est là le mot scientifique, là, c'est des biais cognitifs. Ça influence le jugement et notre prise de décision. On vient comme à être biaisé, en fait, là, dans notre prise de décision, mélangé, on ne prend pas les bonnes décisions, on se fait influencer par des éléments externes qui ne nous amènent pas dans la bonne direction, finalement. L'expression anglaise que j'aime énormément, c'est un mental shortcut. Dans le sens qu'il y a comme des connexions qui se font dans le mauvais sens, puis là, boum, on prend une décision qui n'est pas la bonne. Plus les études vont là, à travers la modernité des accidents d'avalanche, beaucoup de facteurs humains ressortent de ces accidents-là. Anthony, je solliciterais une réponse. Je vais te solliciter avec une question, mais est-ce que toi, en tant que prévisionniste et technicien de la neige, je pourrais dire que c'est une science qui est comme assez fiable, puis d'aller chercher comme l'indice de risque, puis où est-ce qu'ils se retrouvent les problèmes d'avalanche potentiellement, c'est une tâche qui est comme raisonnable. Ça fonctionne bien? Je te dirais que oui. On va chercher le plus de données qu'on peut avec ce qui est fait selon le travail des météorologistes, puis selon les données qu'on va chercher sur le terrain, selon les données qu'on a du public aussi, qu'on reçoit.
ou des autres compagnies. Après ça, ça reste tout le temps, on le dit souvent, une science très, très imprécise, très inexacte. Ouais. Ouais, il reste quand même cette incertitude. Merci pour ta réponse, là. Il reste cette incertitude-là, mais quand même, on est capable de dire, bon, il va avoir une plaque avant à tel endroit, là, ça devrait ressembler à ça. Fondamentalement, on est capable de prédire c'est où que ça va être sécuritaire, puis c'est où que ça ne va pas être sécuritaire en montagne, mais on n'est pas capable de prédire où c'est qu'on va prendre des mauvaises décisions, puis comment qu'on va s'arranger pour aller au bon endroit. Ça, c'est comme encore trop complexe, là, la science des humains. Puis, moi, j'aime beaucoup faire référence à des prises de décision qui sont basées sur des émotions. D'ailleurs, il va faire beau aujourd'hui, il ne devrait pas avoir trop d'avalanche. Parce qu'il neige pas en ce moment, ça ne devrait pas être trop, il ne devrait pas avoir d'avalanche. Il n'y a pas de vent, ça ne devrait pas être si pire que ça. Moi, je suis venu ici là, comme une dizaine de fois, et je n'ai jamais vu d'avalanche. Je ne pense pas qu'il devrait avoir des avalanches. Tout ça, c'est basé sur des émotions. Hein. Il n'y a aucun rationnel là-dedans. Puis moi, ce que je vais vous inviter à faire plus tard dans la présentation, c'est basé sur des faits rationnels, finalement, comme OK, le bulletin dit ça, il devrait pas avoir d'avalanche, ainsi de suite. Et il y a un acronyme, l'acronyme FACET, F-A-C-E-T-S, qui est très, très répandu dans le domaine avalancheux et la montagne. Ça commence par facilitation sociale, acceptation, la cohérence, l'expertise, les traces et les situations familières. On va les décortiquer ensemble là, à la suite de l'autre. Puis, Francis, je ne sais pas si tu viens, je vais te solliciter pour voir si dans l'accident que tu as vécu, là, si tu ressens que il y a des facteurs humains qui auraient pu avoir joué un rôle là, considérable ou infime là, dans ton accident. Donc, la facilitation sociale, là, lorsqu'en groupe, nous faisons souvent confiance aux autres pour savoir comment agir, en nous accordant un faux sentiment de sécurité. Plus on est de gens, plus ça semble sécuritaire, plus on peut répartir les conséquences et la responsabilité des décisions sur plus de personnes. Francis? La facilitation sociale, tu veux que je... Est-ce que tu ressens que ça aurait pu s'appliquer dans ton accident? Ben non, parce qu'on n'était comme pas un groupe, on était juste deux. Fait que c'est sûr que quand il y a. C'est sûr que quand mon chumé il n'était pas à l'aise de descendre, c'est sûr que ça. Je ne l'ai pas signé, là, tu sais. Alors que j'aurais dû un flash de dire, ben là, on change. Là, par cette décision-là, ben on change le plan. Donc, on devrait réévaluer. Fait que, oui, il y a une dynamique de groupe là, qui s'est à deux, là, qui s'est faite. Ouais. Puis l'autre, l'acceptation, en fait, il faudrait qu'on demande à ton collègue, là, mais c'est que dans l'espoir d'être accepté par les autres membres du groupe, on a tendance à hésiter de partager notre point de vue, peut-être prendre plus de risques, vouloir comme être accepté et réinvité, par exemple, dans une sortie. C'est ça que c'était plus ton collègue là, qui, dû à son niveau de compétence et qui se fiait sur toi et qui souhaitait peut-être être réinvité, là, malgré qu'il était en voyage. Est-ce que rapidos, là, oui ou non? Un peu. Un peu, hein? Un peu, dans le sens que oui, ça l'a le fait de ne pas le mettre dans une situation inconfortable a changé mon jugement. C'est ça. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que les prochaines là, vont peut-être plus s'adresser à ta situation. Donc, la cohérence, s'obstiner, le désir de maintenir le cap sur l'objectif malgré des informations cruciales sur un danger imminent. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce que dans le fond, on a pas mal rushé en montant. Fait que c'était pas trop envisageable de descendre, surtout que là, la veille, le jour d'avant, on n'avait pas skié. Fait qu'on voulait vraiment skier. Fait que oui, on s'est obstiné à vouloir skier. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, dans ces situations-là, ben, tu sais, ton focus, là, il rétrécit dans une gamme limitée d'options. Skier là ou là ou là. Mais le choix de ne pas skier, il n'était pas là. C'est ça. C'est très intéressant. Puis on le voit souvent, mais je le ressens souvent avec des gens qui voyagent. Puis même moi, je l'ai déjà ressenti dans mes voyages. Puis on met de l'argent, des efforts, on met du temps. On se déplace pour 3-4 jours de glisse. Il y a 2 de ces journées-là qui ne sont pas bons sur le bulletin d'avalanche. Bien, il nous en reste juste 2 pour
performer, entre guillemets, d'aller chercher le meilleur de notre voyage. On va être porté à prendre plus de risques dans cette situation-là. Puis, comme tu as dit, la première journée, vous n'avez pas pu glisser, là, puis il fallait rentabiliser la deuxième. Là. Oui, tout à fait. Skier dans le bois, c'était la première journée, on s'est skier dans le bois, là. C'était poche. Là, les locaux, là, c'est la Sherburne Trail. Là. Ah, c'est donc extraordinaire, la trail. C'est pas bon, là. C'est comme une mini pente de ski, c'est la merde. J'étais loin, aussi. Je voulais vraiment aller dans le alpin. Là. C'est ça. Ben, la cohérence, là, je pense que ça s'est vraiment appliqué. L'expertise, le expert halo, l'halo de l'expert, il aurait fallu demander à ton collègue, mais moi, je ne suis pas mal sûr que ça s'est appliqué dans ta situation. Nous voyons souvent quelqu'un comme expert, même s'il ne l'est pas nécessairement, sans dire que tu n'avais pas l'expertise, mais il peut être simplement le meilleur skieur et celui qu'on connaît bien ou qui connaît bien les lieux, dans le sens que toi, tu avais un cours officiel, standardisé par Vans Canada, tu avais reçu une formation. Lui, il n'en avait pas. Fait que je pense que ce que j'avais entendu tout à l'heure, c'est qu'il se basait pas mal sur toi pour prendre une décision, caler les choses. Est-ce que je me trompe? Oui, ben j'ai cours, puis 2, j'ai skié pas mal dans l'Ouest. Fait que oui, ça me mettait de l'expérience. Mais aussi ça, là, expertise, là, c'est que moi, je me suis trop fié aux bénévoles du centre en bas. Oui, c'est intéressant. Il me dit, j'attendais le forecast. Il sort le forecast. Il me le donne, je le lis, je consulte le bénévole. Le bénévole, c'est ça sa job à temps plein, là. Guider le monde qui va en montagne. Là, il me dit, il y a une maquette 3D, comme vous avez vu. Il dit, pas de trouble, là, montez là, faites ça de même. Puis là, on regarde le forecast. Si tu te tiens à droite, là, ça va être beau. Je dis, ouais, le right gully, ouais, OK, c'est beau. Fait que là, moi, je pars avec ça, là. Mais tu sais, j'aurais dû. Non. Prochaine fois, là, non. C'est ma décision. C'est pas sa décision, tu sais. Je me suis trop fié à lui. C'est ça que je me suis rendu compte. Parce qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Quand on a monté, ça montait dans la face d'un singe, il y avait de la glace. Il me dit, pas de trouble, le monde monte. C'est la trail que tout le monde monte là-bas, là. Tu sais, il aurait dû me poser des questions, genre, c'est quoi ton équipement, Il ne m'a jamais posé ces questions-là. Là. J'étais en ski hors piste, je m'en vais pas faire le sommet, là. J'ai dit que j'allais skier. Fait c'est ça. Fait que, bref, j'aurais dû me fier à moi-même. Puis la prochaine fois, c'est ça. Je vais y aller avec plus de parcimonie. Intéressant. Puis souvent, si je peux me permettre un petit conseil pour nos auditrices et nos auditeurs, là, dans une situation où vous sentez que quelqu'un a plus d'expertise puis il s'en va pas dans la direction qui semble être sécuritaire ou la situation que vous voulez, moi, je vous recommande d'adopter une question en termes d'éducation. En disant, moi, je n'ai pas appris ça, je me questionne. Peux-tu me montrer pourquoi est-ce qu'on prend cette décision-là? Pourquoi qu'on s'en va, on va skier ça? Il me semble, moi, ce que j'ai compris dans mon cours CSA1, c'est qu'il va faire qu'on ne peut pas faire ça quand il y a tel signe d'instabilité. En adoptant l'éducation plutôt que défier notre expertise, bien, souvent, on se retrouve avec un meilleur climat de discussion que dans la défiance. Enchaînons avec les traces, là, c'est la sensation de rareté. Ça va un peu avec la cohérence, là, mais vous allez voir, la compétition est forte pour faire les premiers virages sur une pente vierge avant que la pente soit entièrement tracée. Est-ce que tu sens que ça aurait pu s'adresser à toi? Bien, c'est sûr que quand tu vois une belle pente vierge, là, ça te tente d'y aller à maudit. Fait que plus on avançait, là, plus c'était beau, là. C'est sûr, c'est une belle slab. Plus c'était beau, là. Fait que skier des roches ou skier dans la slab qui a l'air super belle, là. Voilà. Mais là, ouais, c'est ça. Fait que oui, ça joue. Ça a joué, tu sais. J'aurais dû me questionner plus loin un petit peu, là. Pourquoi qu'il n'y a pas de trash, tu sais, en tout cas. Mais on était les premiers parce qu'on s'était levé de bonne heure. Fait qu'on a monté, puis rendu vers 10h30, on était là. Fait que, tu sais, peut-être que si j'avais eu un autre timing, je serais arrivé plus vers 2-3 heures. Ben là, j'aurais vu s'il y avait du monde qui avait descendu ou pas. Tu sais, en tout cas. Vraiment. Puis, je tiens aussi à noter que c'est le fait qu'il y ait des traces, le fait qu'il n'y ait pas de traces, ce n'est ni un signe de stabilité, ni un signe d'instabilité. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont descendu qu'il n'y aura pas d'avalanche. Puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas de traces que c'est nécessairement
dangereux. Il ne faut pas se baser sur les autres qu'on ne connaît même pas, puis leurs traces de ski pour caler la shot. Dernier facteur humain, les situations familières. En fait, le vrai terme, c'est la complaisance, devenir complaisant. Nous sommes plus à l'aise en terrain familier, ce qui nous pousse à prendre plus de risques. Je pense que tu n'étais jamais allé au Mont Washington, c'est bien ça? Oui, mais j'étais complaisant parce que j'ai skié des montagnes plus impressionnantes que ça, plus grosses, plus à pic, plus toutes. Puis là, c'était, là, finalement, c'est juste le Mont Washington, tu sais. Fait que ouais, j'étais complaisant par rapport au risque de la montagne. Ouais. Parce qu'il s'agit juste d'être vraiment là d'être là au mauvais moment, là, mauvais lieu, mauvais moment, là, au Mont Washington, que tu vas frapper une roche et ça ne sera pas beau. Là. Mais c'est ça, j'étais complaisant avec l'environnement. C'est ça. FACEP, FACEPS, c'est l'acronyme répandu. C'est autant en anglais qu'en français. En anglais, c'est sûr que les mots ils sont différents. Mais FACEP, vous allez retrouver ça vraiment un peu partout. Je vous encourage à le noter et à le prendre en considération quand vous allez en montagne. On va continuer un peu sur nos facteurs humains, mais on va s'intéresser à comment éviter ce piège fatal des facteurs humains. Fait que je nous ai mis un petit encadré, ça fait Word année 2000, mais on a comme la communication qui englobe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. J'ai mis juste quelques items que je crois qui sont pertinents. Donc, ce n'est pas exhaustif, c'est vraiment juste quelques petites choses. Donc, à travers toute la communication, ça englobe vos objectifs personnels, la tolérance au risque, une planification d'excursion qui est adéquate et complète, surtout, des outils et aides à la prise de décision. On parle aussi de choisir ses partenaires adéquatement, de la formation, du mentorat et des expériences qui sont pertinentes à la situation que vous êtes, dans la situation que vous êtes à l'intérieur. Puis, finalement, puisque je pense que la plus importante, c'est de prendre des décisions rationnelles qui sont basées sur des faits. Puis, c'est vraiment ça sur laquelle on va se pencher dans les prochaines diapositives. Donc, comment on fait ça, prendre une décision sur une base rationnelle plutôt qu'émotionnelle? Bien, regardez, je vous ai fait un petit comparatif, rouge et vert. Donc, dans les décisions émotionnelles, vous disiez, essayez de scanner si ça vous est déjà arrivé ou si vous pensez que c'est déjà passé pour vous. Donc, décision émotionnelle se fie à son désir de glisse. Il fait soleil, ça doit être stable. Le test de stabilité d'un inconnu qui n'a pas de DV en montagne, puis qui nous dit ouais, c'est bon, là, allez-y, ça va être magnifique. Ou juste suivre des traces. Ça, c'est toutes des décisions qui sont basées sur l'émotion. En contrepartie, on a des décisions qui sont rationnelles, comme mettons le bulletin d'avalanche, qui est fait par des professionnels de la montagne et de la neige. Les formations entérinées par Avalanche Canada et Avalanche Québec. Vos connaissances et vos compétences, ça va jouer. C'est pour ça qu'il y a des points d'interrogation. C'est est-ce que vos connaissances et vos compétences sont comme adéquates pour la situation? Si elles le sont, bien, basez-vous là-dessus. Puis l'absence de signes d'instabilité pour de vrai dans des endroits pertinents à ce que vous voulez glisser. Puis des outils et des aides à la prise de décision. Avec ça, avec ce beau petit moton de choses-là, on va arriver à prendre des décisions qui sont basées sur des faits qui sont rationnels. Ça va vous éviter de glisser dans ce piège des facteurs humains. On va regarder ensemble des outils à la prise de décision qui sont disponibles pour tout le monde de manière presque gratuite, surtout avec le web. Donc, le processus quotidien qui est disponible sur l'application Ski Haute-Gaspésie. C'est pour ça que je vous ai mis le logo ici, sans vouloir faire du placement de produits pour Avalanche Québec. Mais c'est disponible sur cette application-là, puis c'est aussi dans le livre CS1. Donc, le processus quotidien, en fait, c'est une manière de structurer l'approche en montagne. C'est ça qu'on veut faire, c'est de mettre du rationnel dans tout ça. Donc, on structure notre approche en montagne, 3 étapes, avant, pendant et après. Puis je vous laisse lire les petits encadrés. Le but, c'est plus d'exposer c'est quoi un processus quotidien. Puis en structurant ça de manière valide, puis avec des étapes et des sous-étapes, tout ça, bien, on s'arrange pour s'aligner dans la direction d'avoir des bons résultats tous les jours à chaque sortie. Ça va vraiment, vraiment mieux quand on structure notre journée de cette manière-là. Le processus quotidien, d'autres choses que j'ose vous recommander, c'est l'Avaluator. L'Avaluator, planification d'excursion,
pour ceux et celles qui ont déjà fait un cours de sécurité en terrain avalancheux d'introduction, le CS101 ou le AST1, vous avez vu l'évaluateur, planificateur d'excursion, on fait ça à la maison. Puis juste en mettant en relation l'indice de risque puis la cote de terrain, bien, déjà là, on a une proposition de est-ce que c'est sécuritaire ou pas? Là? On s'en va tout dans la bonne direction là, ou on est en train de s'enligner dans quelque chose, dans un mauvais plan, si on veut. Donc, on a le planificateur d'excursion, mais on a aussi l'évaluateur de la pente. Puis attention, l'évaluateur de la pente, c'est vraiment un bijou d'ingénierie des avalanches. C'est en fait, là, sur le terrain, vous pouvez, comme en se posant des questions, là, ici là, à droite, à l'endos de la carte, là, en posant des questions sur les conditions d'avalanche, puis en se posant des questions sur les caractéristiques de terrain, bien, on vient qu'à faire la même chose. Hein? On vient qu'à avoir une cote, là, puis on va être soit dans prudence accrue ou déconseillé. Si vous avez la carte, vous l'avez pu, toutes ces ressources-là là, sont sur le site d'Avalanche Canada. Il y a des tutoriels en ligne, tout est là. Mais ce que cette carte-là va aussi vous permettre de faire, c'est une carte qu'on traîne en montagne, ça va vous permettre d'avoir des aides-mémoires sur tous les signes d'instabilité puis tous les pièges naturels. Parce qu'attention, tous nos signes d'instabilité comme des avalanches de plaques récentes, des problèmes de plaques persistantes, un indice de risque trop haut, les réchauffements critiques, le vent, des craquements, des wounds, tout ça, c'est écrit sur la carte de une aide-mémoire. Donc, en montagne, c'est facile de sortir l'aide-mémoire et de dire, bon, est-ce qu'on en a vu aujourd'hui? Je vous recommande vraiment ça. Ben oui. Je peux me permettre, Hippolyte, faire du pouce sur justement les signes d'instabilité. Entre autres, personnellement, cet hiver, j'ai fait face souvent à ces réflexions-là au sein de mes journées personnelles avec mes amis, en groupe, peu importe. Tu pars avec un objectif quelconque. Déjà là, c'est important de partir avec en tête que ton objectif, il peut tout le temps être revisité puis remanié. Puis on peut revenir sur le chemin qu'on a pris pour se rendre à notre objectif là, sans rien skier. Ça, c'est complètement legit. Là où je veux en venir avec les signes d'instabilité, c'est que j'ai eu plusieurs occasions cet hiver de porter attention aux signes d'instabilité. Vraiment, les observer, avoir l'occasion de me dire hey, il y a vraiment beaucoup de vent en ce moment qui charge la pente, que je m'en vais skier justement. Est-ce que ce serait justement une bonne idée de skier cette pente-là, même si peut-être on peut essayer de négocier autour des arbres, des roches, peut-être de descendre, là, puis qu'il arrive rien, ou même il arrive quelque chose, mais on réussit à le contourner quand même. Fait que, finalement, pour en venir à une conclusion avec ça, c'est ce qui est le plus dur dans tout ça, c'est vraiment de porter attention à ces signes d'instabilité-là, les écouter, et aussi justement, c'est ça, c'est de les écouter et de les prendre en considération dans nos décisions. C'est quand on est rendu à skier quelque chose, puis qu'il y a un signe d'instabilité, c'est là que ça va vraiment être le plus dur de se dire OK, dans le fond, il y en a un signe d'instabilité, il y en a même 2, 3. Je remets mes pots, je m'en vais de l'autre côté, puis je ne vais pas dans cette pente-là. C'est vraiment tout le temps ça qui est le plus dur, de se replier. Puis c'est vraiment un bon exercice là, pour avoir eu l'occasion de le faire plusieurs fois cet hiver. C'est probablement la plus dure des décisions de ne pas y aller finalement. Puis comme on disait tantôt, il n'y aura pas de feedback tant qu'il n'y aura pas un incident ou une avalanche qui part puis que finalement ça amène personne ou ça amène des gens. Mais c'est justement le point là, d'écouter les signes d'instabilité puis d'essayer de ne pas se poser de questions à rebrousser chemin. Ça peut tout le temps être la meilleure décision finalement. On le dit tout le temps, la montagne, elle ne bouge pas, on va y retourner un moment donné, puis quand ça sera les top conditions, tant mieux, à ce moment-là, on ira. C'est ça, je voulais juste faire du pouce sur porter attention aux signes d'instabilité, qui est vraiment, je pense que c'est vraiment un point clé sur le terrain. Là. Puis de se questionner, puis de garder une communication vraiment ouverte avec son groupe tout au long là, de la progression pendant la journée. Là. Très intéressant, Anthony, merci. Faut être actif, hein, en montagne.
Et un autre outil que je souhaite vous présenter, en fait, c'est le livre rouge, la prise de décision en terrain avalancheux. C'est un livre là, qui est introduit au CSA2, donc au deuxième niveau récréatif là, des cours d'Avalanche Canada. Puis dans ce livre-là, non seulement il y a l'évaluateur, évaluation de la pente, mais il y a aussi comme une structure pour planifier ses journées, là. Tout est là, il y a plein d'aides-mémoire, c'est vraiment un magnifique carnet. Puis de l'autre côté, ben, il y a notre échelle d'indice de risque. Il y a encore plus d'aides-mémoire là, à l'endos. Donc, c'est vraiment un livre là, qui est complet. Là. Moi, je vous le recommande. Si vous voulez structurer vos journées, votre approche dans le terrain avalancheux et en montagne, il faut s'outiller pour réussir. Là. C'est avec les bons outils qu'on fait du bon travail. Donc, je vous recommande ce livre-là, même si vous n'avez pas été chercher un CSA2, là, vous avez le droit de l'acheter et de le consulter. Anthony, est-ce que c'est une bonne idée de juste ouvrir les périodes de questions comme après chacune des sections de ma présentation? Tu voudrais avoir des questions en ce moment, par exemple? Ouais, je me dis qu'on pourrait peut-être juste ouvrir une période de questions sur facteurs humains, outils de prédiction avant que je tombe dans un autre dossier complet. Je suis complètement d'accord. Fait que si vous avez des questions pour Hippolyte, pour Francis, pour moi-même, en ce moment même, lancez-les sur le chat ou levez votre main. Je peux vous donner le droit de parole, puis vous pouvez poser votre question. On va vous laisser un petit 15 secondes pour voir si vous avez des questions. 30 secondes, mettons. Mettons. Vraiment. Bon, il ne semble pas y avoir de questions pour l'instant, Hippolyte. Ça semble très calme. Excellent. On poursuit. On va transférer de dossier, puis on va aller vers apprendre d'un accident. Apprendre un accident, là, on va faire, je vais vous partager un terme très scientifique là, qu'on a vu dans l'année, l'épidémiologie des accidents. C'est une science qui étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans le temps et l'espace, ainsi qu'un rôle des facteurs qui sont déterminants. Fait que c'est une très belle définition, là, très documentée, mais l'essentiel de l'implantation des nouvelles normes, standards ou procédures. Fait que ça, c'est comme l'approche professionnelle qu'on prend, nous, professionnels du plein air, qui focus beaucoup sur la gestion des risques. On prend cette approche-là pour, en fait, là, développer notre sécurité, notre gestion des risques en apprenant des accidents. Fait on va la décortiquer un peu de manière plus concrète là, pour que ça soit plus facile de l'utiliser pour tout le monde. Donc, on va apprendre des accidents, puis on va agir de manière vraiment très concrète. Donc, on va aller faire deux types de retours. On va faire un retour qui est opérationnel, puis un retour émotionnel. On va les voir là, plus détaillés. Mais dans notre retour opérationnel, on va se poser des questions, vous allez voir, puis on va essayer de mettre trois choses en application à la suite de ça. La première, en fait, là, c'est d'essayer de créer des procédures. Donc, on va changer le comment et la manière dont on va faire les choses pour s'assurer de bien les faire. On a un accident, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut concrètement changer le comment et la manière de faire les choses pour pas que ça arrive encore? Comment on va mieux planifier une sortie? Par exemple, le fait de descendre un à la fois en ski. Bien, ça, c'est une procédure qu'on fait. C'est une manière qu'on fait quelque chose de vraiment très précise pour éviter que tout le monde soit pris dans une avalanche, par exemple. Vérifier ses DVA avant d'aller en montagne le matin. Ça aussi, c'est une procédure. Donc, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre manière de faire pour pas que l'accident il apparaisse encore? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, au niveau de la formation. Comment est-ce qu'on peut augmenter notre niveau de compétence dans un domaine particulier afin d'être plus proche de notre zone de confort en montagne? Peut-être que c'est la connaissance d'un sujet, s'entraîner, mettons avec un DVA, là. Avoir des expériences pertinentes qui vont consolider notre connaissance du sujet et nos compétences, aller chercher des formations officielles, avoir un bon mentorat avec les bonnes personnes, faire des lectures, s'inscrire à un webinaire comme vous le faites aujourd'hui. Ça, c'est top. Donc, comment augmenter notre compétence, en fait, là, pour ne pas être débordé par une situation. Puis finalement, la troisième chose, l'équipement spécifique. Avoir avec soi un équipement et savoir l'utiliser, c'est très important. Puis cette pièce d'équipement peut jouer un rôle majeur, comme juste le fait d'avoir un DVA.
Hein, ça a l'air un peu facile là, dans les dernières années, mais comme c'est quand même assez nouveau là, dans le sport. Puis juste ça, ben, ça fait en sorte qu'on est capable de retrouver les gens. Donc, avoir un DVS, c'est un équipement spécifique qui nous sauve la vie carrément. Avoir un autre manteau de rechange, apporter un ensemble de réparation, avoir une lampe frontale, une trousse de premiers soins, les sangles pour le ski, n'importe quoi, un outil de communication. Quel équipement spécifique on peut avoir qui va jouer un rôle majeur dans notre prochain accident là, qui va nous empêcher que ça dégénère ou d'avoir un gros accident? Procédure, formation, équipement spécifique. Donc, pour aller chercher ces réponses-là, en fait, moi, je vais vous encourager de faire un retour opérationnel. Vous avez un accident, pas de problème, ou presque, bien, on va se poser des questions, on va faire un débriefing opérationnel. Donc, on va aller chercher le pourquoi est-ce qu'on a eu un accident, puis comment est-ce que cet accident-là a eu lieu. Finalement, une troisième chose. Fait que le pourquoi, là, c'est quels sont les facteurs qui ont mené à l'accident. Hein, il s'est passé plein de choses en amont. Il y a plusieurs métaphores, là. La goutte qui fait déborder le vase, le panier de citron qui déborde, les trous dans la fromagerie gruyère, peu importe comment vous voulez le voir. En fait, qu'est-ce qui a mené à cet accident-là en amont de l'accident? Puis ensuite de ça, vous pouvez aussi vous poser la question, bien, quels sont les éléments qui ont été inadéquats dans cette situation-là? Comment est-ce qu'on peut les modifier pour la prochaine fois? Fait qu'on va s'intéresser concrètement comment est-ce que ça a lieu. Peut-être qu'il manque un équipement ou que quelqu'un ne savait pas faire quelque chose. On a eu une malchance. Là. Comment est-ce que ça s'est passé de manière très concrète et physique? Puis finalement, c'est quand même intéressant de se poser la dernière question. Qu'est-ce qui a joué un rôle de prévention ou a aidé à minimiser les conséquences de l'accident? Hein, ça, si on a un bon filet de sécurité, finalement, ben, on va consolider ce filet de sécurité, puis on va même peut-être pouvoir l'étendre avec d'autres choses comme soit d'autres procédures, soit d'autres formations ou soit d'autres équipements spécifiques. Trois grandes questions. Il y en a plein d'autres à apprendre, mais le résumé est là. Puis le retour émotionnel, c'est une version très abrégée là, de ce que je fais avec le CISM, le Critical Incident Stress Management. Donc, quelques questions qu'on peut se poser encore là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là, si on peut résumer l'incident? Moi, c'est ça que je vais demander là, si je fais un retour avec un groupe ou des gens. Qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai? Que pensez-vous de ces événements-là? Est-ce qu'il y a eu des pensées qui sont inhabituelles ou dérangeantes? Je pense que Francis t'a mentionné, hein, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, là, qui sont comme condensées, puis à un moment donné, ben, il faut que ça aille à quelque part, là, cette histoire-là. Donc, là, qu'est-ce qui est inhabituel ou dérangeant? Puis, quelle a été votre première pensée lorsque l'autopilote a débarqué? Donc, pendant l'accident, là, on vient vraiment qu'à être très concentré, on va faire beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, on est dans une espèce de petite bulle, la vision tunnel. Puis à un moment donné, bouf, tout ça s'enlève. C'est quoi la première pensée qui est sortie de là? La culpabilité, de la fierté, de la tristesse, on explore ça. Puis, troisièmement, quelle est la pire partie pour vous? Si on devait là, effacer de quelque chose de sa mémoire, ça serait quoi? Puis on va chercher cette chose-là, on en parle, on la décortique, puis on essaie de mieux la comprendre. Puis comment ça se passe depuis l'accident? Hein? Est-ce qu'il y a eu une modification de comportement? Hein? Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à dormir? Est-ce qu'il y a une augmentation de la consommation de drogue ou d'alcool? Est-ce qu'il y a une modification au niveau des habiletés sociales ou du désir de faire du social? Si oui, s'il y a eu une modification de comportement qui persiste dans le temps, là, ben, c'est souhaitable d'aller consulter un professionnel là, dans les 30 jours à l'intérieur de l'accident. Dans les 30 jours, là, il y a vraiment une meilleure c'est plus efficace. On arrive à avoir des meilleurs résultats chez les professionnels de la santé mentale. Moi, mon rôle, en passant, là, mon rôle s'arrête à ce moment-là, quand je réfère chez les professionnels de la santé mentale. Fait que voilà, après l'accident, là, ça ressemble pas mal à ça. Tantôt, j'ouvrirai peut-être une période de questions avant de passer là, au CISM. Absolument, il y en a une d'ailleurs. Donc, une question de Guylain pour la prochaine. Comment incorporer dans la pratique des moments d'analyse pour évaluer si j'ai des nouvelles infos qui affecteraient mon plan de match? Très intéressant. Anthony, je te propose qu'on se relance la balle. Là. Je pourrais partager quelque chose, puis je t'inviterai aussi à partager. Ben oui. Guylain, moi, je vois vraiment ça comme un radar, comme sur un bateau, là, en fait. Là. Le radar, il est toujours en train de tourner.
puis il attend là, patiemment qu'il y ait quelque chose qui rentre dans le radar, un autre navire, peu importe c'est quoi, là, souvent ça va être ça, ou genre la côte. Là. Puis moi, je le vois vraiment comme ça. Fait qu'on s'en va en montagne, puis moi, mon radar, il tourne tout le temps. Je regarde ce qui se passe en dessous de mes pieds, au niveau de la neige. Je regarde sur les côtés. Et j'accueille là, toutes les conditions de la météorologique et environnementales pour recueillir de l'information. Puis plus je vais avoir d'informations, souvent, meilleure ma décision va être. Il y a des endroits sécuritaires en montagne, bien là, on peut créer officiellement des périodes de requestionnement et de prise de décision pour continuer vers une direction, peu importe c'est laquelle. Ouais, moi, j'aurais un élément, je ne sais pas si tu vas être d'accord, Hippolyte. Moi, quand je repense à mon événement, tu sais, vu qu'on est allé vraiment, tu sais, quand tantôt tu parlais de planifier, moi, une erreur que j'ai faite en me connaissant, c'est que j'aurais dû planifier plus en détail, comme on l'apprend dans les cours, une journée avant, pour ne pas être affecté par les émotions positives, là, de l'excitation d'être en montagne, de vouloir faire ta descente, du voyage, de l'aventure. Fait que planifier le maximum avant pour pas que je sois corrompu par mes émotions. Deuxième élément, prévoir des points de décision. Fait que, mettons, là, il aurait fallu que je dise, OK, rendu au sommet, on va prendre une décision si on fait ça ou si on fait ça. Puis là, on sort les évaluateurs, là, puis on refait le processus. Parce que quand tu es dans l'excitation d'être au sommet, là, puis tout, là, puis tu ne l'as pas prévu, là, c'est facile de l'oublier. Puis, dans le fond, une erreur qu'on a faite, c'est de monter puis d'être blind, là, être aveugle. Mais parce que là, en tout cas, il y a des terrains, c'est bon d'être aveugle, d'autres non. Là, mais lui, dans cette situation-là, on aurait dû monter au pied de Tuckerman Ravine, puis rendu au pied de Tuckerman Ravine, de réévaluer l'approche qu'on avait prévue. Puis là, ben, de regarder les signes d'instabilité, peut-être faire un test de stabilité de la neige avec un pit, de prévoir ces points-là. Parce que sinon, c'est facile de l'oublier dans l'excitation de vouloir descendre. Tout à fait. Puis, je compléterai en disant là, que avec des bons outils à la prise de décision, avec une bonne structure, puis une approche structurée à la montagne puis à votre journée, par exemple, avec le carnet rouge, la planification, elle se fait presque tout seul. Puis, il y a des aides-mémoire là-dedans. Là, fait avec des points de décision que vous pouvez noter à gauche, par exemple, vous allez pouvoir vous dire, est-ce qu'on devrait modifier ou ajouter des techniques de déplacement? Puis toutes les techniques de déplacement qui sont comme les plus fréquentes, sont listées à cet endroit-là. Vous pouvez sélectionner une technique de déplacement puis l'appliquer sur le terrain immédiatement ou plus tard. Vous pouvez sélectionner une précaution sur le terrain à moitié montagne pour l'appliquer immédiatement ou plus tard. Moi, je pense que plus on s'outille bien et adéquatement avec les bons outils, meilleure va être votre performance de la sécurité en montagne. Pour faire du pouce là-dessus, Jean-Raph, il disait qu'il était bien d'accord avec toi, Francis, que se donner des points de décision dans notre itinéraire, c'est une bonne façon pour pouvoir réévaluer tout au long de la journée, surtout entre les différents types de terrains qu'on va passer. Puis moi-même, pour mettre du pouce là-dessus, un petit truc que j'ai développé pour justement avoir ces moments de réflexion-là. Souvent, quand on a ces réflexions-là, il y a plusieurs décisions qui viennent, qui doivent venir en même temps. Moi, mon petit truc, c'est justement de prendre une pause à ce moment-là avec mes amis avec qui je suis, peu importe. Sortir mon thermos, prendre le thé, et justement réfléchir, prendre une petite collation. Là, ça, c'est mon truc go-to, là, qui va tout le temps t'éclaircir les idées et faire en sorte que tu vas avoir un moment de réflexion réfléchi, disons. C'est vrai. J'ai des bons souvenirs de toi qui prends le thé, Anthony. Maintenant que tu en parles. Toujours. Est-ce qu'on aurait d'autres questions?
semble être ça. Hein? On n'a pas de questions pour l'instant. Fait que si tu voulais poursuivre, Hippolyte. Ben oui. Donc, la prochaine portion de la présentation là, va s'intéresser au Critical Incident Stress Management. En français, en fait, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est moins alléchant, mais c'est la gestion de stress lors d'incidents critiques. Ça a moins une connotation là, en français. En fait, c'est simplement un incident critique. On va le décortiquer. Là. Puis, moi, mon rôle, en fait, là, c'est de faire des interventions avec des collègues de l'industrie de la montagne. Donc, du fait que je connais la réalité de c'est quoi guider en terrain avalancheux, c'est quoi la responsabilité civile, je connais les technicalités de la neige, puis des opérations en montagne. Bien, tout ça va faire en sorte que lorsque un collègue ou une collègue va me partager des informations, bien, pour moi, ça va être vraiment plus facile de comprendre et d'avoir un support, de supporter cette personne-là. Puis peu importe c'est quoi le domaine d'opération, c'est vraiment été prouvé que l'intervention par les pairs, puis le peer support, ben, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, avec le Canadian Mountain Community, ils ont fait un regroupement en fait, de professionnels de la montagne qui va s'intéresser à la santé mentale. Puis, j'en fais partie là, de ce regroupement-là. Puis, le but, dans le fond, c'est que si jamais il y a un accident en terrain avalancheux ou en montagne comme ça, on peut être dépêché sur les lieux pour faire certaines interventions. On les verra là, plus tard. C'est vraiment un programme qui s'adresse là, aux professionnels de la montagne qui sont membres de certaines associations, comme le Canadian Avalanche Association ou l'Association des guides de montagne, l'Association canadienne des guides de montagne, l'ACMG. Donc, voilà. Donc, un incident critique, c'est un événement là, qui sort du cadre habituel de l'expérience, puis qui va venir défier la capacité d'une personne à faire face de manière efficace à une situation. Carrément, c'est juste un événement qui est stressant, là, qui est très, très, très stressant. Puis, moi, j'aime bien ajouter là, le caractère traumatique, que ça a un potentiel traumatique. C'est vraiment une grosse situation. Ce n'est pas juste un truc, là, il ne reste plus de telle chose à telle place. C'est comme une grosse situation. Quelques exemples. La blessure ou le décès d'un client ou d'un collègue sur le lieu de travail, un incident de décès multiple ou une grosse catastrophe comme un écrasement d'hélicoptère, une avalanche là, d'une dizaine de personnes, des choses comme vraiment plus qui sont conséquentes. La récupération d'un corps ou le traitement de blessures là, très, très graves et très juteuses, par exemple, là, ou comme graphiques là, plutôt. Une grosse couverture médiatique qui serait, mettons, excessive ou tout autre événement là, qui est très, très significatif. Puis, ce n'est pas nécessairement besoin que ça soit un accident. Là. Ça peut être juste comme un incident ou un presque accident ou comme vraiment quelque chose de très stressant. Fait que voilà, moi, ce que je vais faire là, dans ce cadre-là, je peux faire toutes ces choses-là. Toutes les choses que je vais vous partager, je peux les faire soit en présence ou en virtuel. Puis, soit je vais faire comme des interventions personnelles avec quelqu'un. Donc, cette personne a vécu quelque chose de très stressant, caractère traumatique. Pour moi, je peux la rencontrer, puis faire là, un débriefing, puis du mentorat là, de 1 à 1. Puis, à un moment donné, si ça va trop loin, je vais référer à des vrais professionnels de la santé mentale qui vont faire comme de la thérapie, par exemple. Première chose. Deuxième chose, je peux faire un désamorçage. Fait que c'est une séance en vraiment petit groupe réalisée dans les 8 heures qui suivent l'événement. C'est souvent comme avant de rentrer chez soi, une petite séance de 15 à 15-30 minutes qu'on fait là, sur les lieux de l'accident. Puis, on essaie de s'enligner tout le monde dans la bonne direction de la guérison. Ça peut peut-être être cliché, mais on va vraiment vouloir guérir de cet événement-là. Avec le désamorçage, juste après, on va pouvoir enligner les gens, essayer d'effacer quelques petites choses, puis de s'assurer que tout le monde s'en va dans la bonne direction, mettons, avec une bonne alimentation, une bonne hydratation, être bien entouré avec les bonnes personnes, se donner un prochain rendez-vous, informer les gens de quels sont les symptômes qu'ils vont potentiellement avoir dans les prochains jours, les prochaines heures. Fait qu'on essaie d'envoyer le monde sur la bonne voie. Finalement, un débriefing là, vraiment comme classique, une séance en plus grand groupe qui est comme idéalement faite dans les 72 heures suite à l'incident. Un peu comme, on dit genre entre 3 et 10 jours, là, on a quand même quelque chose d'assez pertinent et efficace pour la guérison des gens.
Fait que c'est à peu près ça. Le débriefing, là, on l'a déjà vu dans le retour émotionnel. C'est comme un peu une partie là, plus condensée, mais ça ressemble vraiment à ça, qu'est-ce que je vais faire avec les gens. Hippolyte, ah non, vas-y, ouais. vas-y. Non, j'en prie. Ben, il y avait peut-être une petite question, là, vu que c'était dans le vif du sujet. Cette saison a été particulièrement difficile pour les accidents des groupes guidés professionnellement dans l'Ouest canadien. Peux-tu commenter sur comment l'industrie au Canada perçoit ces accidents? Oh, c'est une grande question, Arthur. C'est une très grande question. C'est même une question politique plus que technique, là. Ben, je vais te répondre avec toute transparence puis je vais rester dans mon rôle d'intervenant là, au CISM. Ben, nous, on est vraiment là pour aider les professionnels de la montagne. C'est vraiment juste ça nos intérêts à l'intérieur du CISM. Donc, on ne fait aucune discrimination là, tant que les gens ils sont membres des associations qui payent pour nos formations puis la mise en place du système, tout ça. On va aider les gens, puis moins on intervient, le mieux c'est, là, carrément. Mais oui, c'est une grosse saison là, pour l'Ouest canadien. On a eu moi, j'ai reçu beaucoup d'appels pour intervenir de manière générale là-bas. Puis il y a plein de gens aussi là, dans l'Ouest canadien qui font des interventions là. Fait que, voilà. En termes de conclusion, là, juste revenir sur qu'est-ce que j'ai regardé avec vous aujourd'hui. Il faut faire attention aux facteurs humains. Hein, c'est pas mal sûr que c'est plus les facteurs humains qui vont vous piéger, qui vont vous enligner dans un accident, plus que, mettons, le terrain ou les conditions avalancheuses. Vous le savez, c'est où que c'est dangereux, c'est écrit dans le bulletin. Il ne faut juste pas y aller, simplement. Mais les facteurs humains, le démon des facteurs humains va vous envoyer à mauvaise place, potentiellement. Puis le fait de prendre des décisions rationnelles, là, plus qu'émotionnelles, bien, ça va vous enligner sur le pavé de bonnes intentions et de la réussite en prenant des décisions rationnelles. Avec des outils et des aides à la prise de décision, vous êtes garanti ou presque d'avoir des bons résultats de prise de décision structurés avec des informations rationnelles et vraies et bonnes. Puis il est toujours bon là, d'apprendre des situations difficiles, donc d'apprendre des accidents. 3 grandes choses que vous pouvez faire ou mettre de l'avant. Créer des protocoles, comment changer des choses que vous faites déjà pour que ça se fasse mieux, comment aller chercher plus de compétences avec des formations, du mentorat, des lectures, un webinaire, puis comment avoir des équipements là, qui sont spécifiques, qui vont vous aider à avoir une meilleure réponse, par exemple, à votre accident ou juste vous éviter des accidents tout court. Puis, si jamais vous avez un accident, bien, faire un retour opérationnel et émotionnel, c'est vraiment clé là, pour s'aligner dans la direction de la guérison, puis retourner faire des sports qu'on aime, comme les sports de glisse ou peu importe quel autre sport. C'est vraiment la voie à prendre, d'en parler, d'aller chercher du bon support, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Ça vaut vraiment la peine de s'aligner dans cette voie-là. Voilà, M. Anthony. Ben, génial. Merci, Hippolyte. On peut ouvrir peut-être une dernière période de questions. Là. C'est le temps de les écrire là, dans le chat ou juste de lever votre main. Là. Sinon, on va y aller avec une conclusion générale. Francis, avais-tu quelque chose peut-être qui t'était venu en tête pendant la présentation d'Hippolyte? C'est bon. Je veux dire, c'est bon. Ça me fait revoir un peu mon accident avec les facteurs et tout. C'est encore mieux. C'est plus détaillé, tu sais. Ouais. Puis par rapport aux accidents, tu sais, dans l'Ouest et tout, je pense que c'est vraiment important de développer cette expertise-là, là, Hippolyte, parce que moi, juste là-bas, là, quand j'étais dans l'Ouest, il y a il y a un boom, là, il y a énormément de monde qui sont maintenant en montagne, là. Puis les centres de ski développent du slack country, puis tout. Fait il y a énormément, plus de monde en montagne qu'avant. Puis plus de monde veut dire plus de risques aussi, là. Fait que plus de risques qu'il y ait des accidents. Fait que, bravo. C'est vraiment bien. Puis je vais garder ça en tête que ça existe là, comme service là, pour accompagner des gens qui auraient la difficulté à passer au travers. C'est tout. Ben oui.
Ben, parfait. Merci, Francis. Merci, Hippolyte. Puis, ben, au nom de. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Mais on te remercie vraiment pour ton témoignage parce que ça, c'est tout le temps important d'apprendre justement de tout le monde qui va sur le terrain. C'est tout le temps vraiment apprécié de partager une expérience comme ça. Puis on peut juste C'est en drôle, tirer hein, du bien, parce là. que je vais juste faire une dernière. Vas-y. Quand j'ai fait mon cours là, dans l'Ouest, là, ce qui m'a plus frappé, c'est les témoignages. Ben, il y a plein de choses qui m'ont frappé, mais dans le cours, il y avait des témoignages, des reportages qui avaient été faits sur sur des cas types d'avalanche qui avaient eu lieu, mettons, au Colorado ou à l'Oregon. Là. Puis on voyait les gens interviewés, tout ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, puis ça met encore plus de poids sur qu'est-ce que tu dis, Hippolyte, sur les facteurs humains. Tu sais, le halo d'experts que tu expliquais tout à l'heure, il y a une fille qui disait, mais moi, j'étais avec un groupe de guides, de professionnels, j'ai juste suivi, tu sais. Fait que ça met vraiment en perspective les notions. Puis c'est pour ça que je désirais faire ça, parce que, ouais, ça met en concret ce qu'on apprend dans le cours. Toujours bon de se faire un refresh aussi. Ben ouais, puis c'est ça. Puis tu nous as contactés sur une base volontaire en plus. C'est vraiment apprécié. Yes. Fait, ben, sur ce, il n'y a pas d'autres questions. Si personne d'autre n'avait rien à ajouter, au nom de toute l'équipe d'Avalanche Québec, ben, merci d'être venu ce soir, de nous avoir écoutés, d'avoir participé. Puis continuez de consulter les bulletins, d'aller suivre des cours, de partager de l'information sur, entre autres, le réseau d'information en montagne sur le site d'Avalanche Canada. Ça, c'est très important. Ça aide tout le monde qui veut mieux planifier sa sortie. Justement, comme Hippolyte le disait tantôt, on a peut-être 2-3 jours de vacances. On veut performer pendant ces 2-3 journées-là. Bien, plus on partage l'information, plus ça nous donne d'indices pour éclairer nos décisions puis prendre une meilleure décision lors de nos journées. Puis peut-être juste aller en montagne finalement plutôt que d'absolument skier. T'sais, aller en montagne, randonner, c'est tout aussi bien pour la santé que skier des grosses lignes finalement. Donc, ben, merci tout le monde. Bien apprécié. Et, bonne fin de saison. Hein. J'en profite aussi pour faire un petit peu de promo pour un événement samedi prochain au Mur des Patrouilleurs. Donc, on a l'événement Shrub the Wall qui va clore la saison. On va avoir un petit barbecue là, au pied du Mur des Patrouilleurs. Fait que si ça vous tente de venir shredder le mur, ben, on va être là avec des breuvages chauds et un petit barbecue. Salut tout le monde, faites attention en montagne. Yes, à plus tard, merci d'avoir été là. Merci Hippolyte. Yes, merci Francis. Merci d'avoir organisé ça. Anthony, c'est bon. Salut tout le monde, bonne soirée.